L'information, le journal magazine, c'est tout de suite avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette demi-heure d'information et de décryptage à suivre également en vidéo et en direct sur la page YouTube de Radio J. À la une, en ce lundi 27 janvier, la visite d'Emmanuel Macron au mémorial de la Shoah. Le président de la République a inauguré ce matin le mur des noms rénové à l'occasion du 75e anniversaire de la libération des camps d'Auschwitz-Birkenau. Une journée du souvenir qui coïncide avec la publication par le ministère de l'Intérieur du bilan des actes racistes et xénophobes en 2019, et les chiffres ne sont pas bons. Les faits à caractère antisémite ont augmenté de 27%. En Israël, les regards sont tournés aujourd'hui vers Washington. Benjamin Netanyahou et Benny Gantz sont arrivés ce matin aux États-Unis. Ils doivent rencontrer séparément le président américain Donald Trump. Au menu de leurs échanges, le deal du siècle. Que faut-il en attendre ? On en parle après les titres. Et puis, édition spéciale dans la seconde partie du journal autour de deux invités exceptionnels. Les présidents du CRIF et de l'Alliance israélite universelle, respectivement Francis Khalifa et Mark Eisenberg, reviendront sur la visite historique d'Emmanuel Macron la semaine dernière au Kotel. Radio J. 4 jours après le Forum mondial sur la Shoah à Jérusalem, la communauté internationale commémore aujourd'hui le 75e anniversaire de la libération des camps d'Auschwitz-Birkenau. Le 27 janvier 1945, l'armée soviétique libérait le camp d'extermination où 1 100 000 hommes, femmes et enfants avaient été assassinés par les nazis. Parmi eux, 90% des victimes étaient juives. En cette journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, Emmanuel Macron s'est rendu ce matin au mémorial de la Shoah. Dans ce lieu de mémoire niché dans le 4e arrondissement de Paris, le président de la République a dévoilé la nouvelle mouture du mur des noms. L'édifice, inauguré en 2005 par Jacques Chirac et Simone Veil, rend hommage aux 76 000 juifs déportés de France pendant la Seconde Guerre mondiale. 175 noms ont été ajoutés ces derniers mois lors de la rénovation du bâtiment. La Shoah ne doit pas cicatriser, elle doit rester une plaie vive au flanc de l'humanité, a insisté le président de la République ce matin. On écoute tout de suite un extrait du discours du chef de l'État. Le souvenir de l'horreur ne doit pas s'estomper. La Shoah ne doit pas cicatriser. Elle doit rester une plaie vive au flanc de l'humanité, au flanc de notre République. Notre vigilance doit sans cesse être éclairée par notre mémoire, scruter la haine dans notre passé pour mieux la déceler dans notre présent. Nicolas Sarkozy, Serge et Beat Klarsfeld ont notamment assisté à la cérémonie au mémorial de la Shoah, mais pas Édouard Philippe. Le Premier ministre se trouve à Auschwitz aujourd'hui pour la cérémonie de la libération des camps de la mort. Une soixantaine de chefs de l'État sont présents en Pologne. Le président israélien Reuven Rivlin a rencontré tout à l'heure son homologue polonais Andrzej Duda. Une rencontre placée sous le signe de l'apaisement. Reuven Rivlin a invité à Jérusalem Andrzej Duda et appelé à construire des relations tournées vers l'avenir sans oublier le passé. Une manière de tourner la page après le boycott la semaine dernière par les autorités polonaises du Forum international sur la Shoah à Jérusalem. Le protocole ne prévoyait pas en effet qu'Andrzej Duda prenne la parole, à la différence de Vladimir Poutine. Inadmissible pour Varsovie, alors qu'une vive querelle mémorielle oppose les deux capitales autour de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Il ne sera évidemment pas seulement question de diplomatie. Aujourd'hui en Pologne, 200 survivants des camps de la mort assisteront à la cérémonie à Auschwitz qui tous appellent à préserver la mémoire de la catastrophe. Une injonction qui revêt une signification encore plus pressante dans le contexte actuel de retour de l'antisémitisme en Occident. C'est le message porté par le chef du Congrès juif mondial. Nous observons la poussée de l'antisémitisme alors que nous ne voulons pas que le passé des survivants soit l'avenir de leurs enfants ou l'avenir de leurs petits-enfants, a mis en garde hier Ronald Lauder. En France, les chiffres en ce domaine ne sont guère enthousiasmants. Hier, le ministère de l'Intérieur a livré son bilan annuel des actes racistes et xénophobes, plus 130% en 2019, avec 1142 faits comptabilisés, très largement des menaces. L'antisémitisme croît également dans notre pays, 687 faits l'an dernier contre 541 en 2018, soit une hausse de 27%. Dans le détail, ce sont 151 actions juives qui ont été recensées par le ministère de l'Intérieur et 536 menaces qui, à elles seules, grimpent de 50% en un an. La seule bonne nouvelle concerne les atteintes aux personnes qui chutent spectaculairement, moins 44% selon la Place Beauvau, qui tire néanmoins un bilan alarmant de ce rapport. La permanence de la haine antisémite et plus généralement l'inquiétante banalisation des propos et comportements racistes et xénophobes appellent un sursaut de conscience de notre société, indique dans un communiqué le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et son secrétaire d'État Laurent Nunez.
Au Proche-Orient, semaine peut-être décisive pour le deal du siècle. Le président américain Donald Trump doit présenter tout à l'heure son plan de paix israélo-arabe à Benjamin Netanyahou et Benny Gantz. Le premier ministre israélien et le chef de l'opposition sont arrivés tôt ce matin aux États-Unis et ils rencontreront séparément le locataire de la Maison-Blanche. Donald Trump prendra la parole demain pour présenter au monde son deal. Mais selon Reuters, il devrait demander dès aujourd'hui à ses hôtes israéliens de lancer ce plan dans les 6 semaines à venir. Selon l'armée militaire israélienne, Benjamin Netanyahou pourrait même décider d'annexer très rapidement Ma'ale Adumim plutôt que la vallée du Jourdain, comme il avait été évoqué ces dernières semaines. Ça serait la première fois qu'une implantation en Judée-Samarie serait annexée officiellement au territoire israélien. Alors, qu'en pensent les médias israéliens du jour? Revue de presse de Daniel Haïk en partenariat avec Studio Kaïta. En effet, ce dernier avait demandé au président Trump d'inviter avec lui le dirigeant de Kahol Lavan, mais ce dernier a obtenu une entrevue personnelle avec le résident de la Maison-Blanche. Elle aura lieu donc demain lundi. Benny Gantz se trouve déjà dans l'avion qui l'emmène à Washington. Il a ainsi, c'est ce qu'explique en tout cas ce matin Yuval Karny. Il a évité les critiques à droite s'il refusait de se joindre au voyage du Premier ministre et les critiques à gauche s'il se joignait à Benjamin Netanyahou. C'est ainsi que, selon Yuval Karny, Benny Gantz a réussi à échapper donc au piège tendu par Benjamin Netanyahou. Mais cela n'empêchera pas le parti Kahol Lavan de prendre une décision historique pour la première fois de sa courte vie politique, explique ce matin Mati Tourfel dans les colonnes de Israël Hayom. Après plusieurs mois de flou artistique, les dirigeants du parti Kahol Lavan devront décider s'ils sont pour ou contre le plan de paix proposé par les Américains, qui comprend entre autres une annexion des villages israéliens en Judée-Samarie. C'est un piège qui a été convenu entre Trump et Netanyahou, n'a pas hésité à déclarer le commentateur de la télévision israélienne. Il demande au président Trump de se retirer de la campagne israélienne. Ce qui nous mène à parler du second sujet de la presse israélienne ce matin. Le Yediot Ahronot annonce que l'opposition n'a pas l'intention de retarder les débats sur la création d'une commission qui doit débattre de la levée de l'immunité du Premier ministre israélien. Revue de presse signée Olivier Granilic et non Daniel Haïk. En bref, un rapport du Shin Bet sur l'action du Hamas en Israël. Selon les services de sécurité israéliens, le groupe terroriste palestinien a mené des activités d'espionnage dans le pays ces dernières semaines. 2 Arabes israéliens ont été arrêtés, a indiqué le Shin Bet aujourd'hui. Âgés d'une trentaine d'années, ils auraient tenté de récolter du renseignement en vue d'attaques contre des cibles israéliennes. Le reste de l'actualité maintenant avec Gabriel Attal. Bonjour Gabriel. Bonjour Steve. Le coronavirus a déjà provoqué la mort de 80 Chinois et 2744 cas ont été confirmés sur le territoire chinois. 3 personnes sont actuellement infectées par le virus en France, 6 autres sont sous surveillance. Un rapatriement va être organisé en milieu de semaine par les autorités françaises pour les Français résidant à Wuhan, ville épicentre de l'épidémie en Chine. Pour éviter la propagation du virus, ces ressortissants demeureront dans un lieu d'accueil pendant 2 semaines. Voilà pour la situation en France. Et pour aider à stopper le virus, une start-up israélienne expédie du tissu antipathogène pour produire, Gabriel, des masques, des lunettes et des vêtements de protection en Chine. L'entreprise Sonovia utilise les techniques à ultrasons pour imprégner des nanoparticules d'oxyde de zinc dans les textiles. Même si la start-up israélienne n'a pas terminé le processus de commercialisation, elle affirme pouvoir produire entre 5 000 et 10 000 masques qui pourraient être fabriqués immédiatement. Politique maintenant, le candidat à la mairie de Paris, Cédric Villani, va être écarté de la République en marche. Ce matin sur Radio Classique, le délégué général du parti de la majorité, Stanislas Guérini, a annoncé qu'il allait demander l'exclusion du député de l'Essonne lors du prochain bureau exécutif mercredi soir. Son rival Benjamin Griveaux a également déclaré ce matin sur BFM TV que Cédric Villani a lui-même acté une rupture avec le président de la République. Après sa rencontre hier avec Emmanuel Macron à l'Élysée, le mathématicien a déclaré qu'il maintenait sa candidature librement. Invité hier du Forum Radio J, animé par Frédéric Aziza, le candidat à la mairie de Paris expliquait les grandes lignes de son projet pour la capitale. Mon but, cher Frédéric Aziza, c'est de préparer le projet vainqueur pour Paris, celui qui permettra de changer les choses et d'apporter sur la table les transformations dont Paris a besoin. Plus d'ordre, une vision en grand, la transition écologique.
Une défaite pour l'extrême droite en Italie. La Ligue du Nord de Matteo Salvini a été battue hier lors d'élections régionales, Gabriel. C'est la gauche qui l'a emporté en Émilie-Romagne, une région du nord du pays transalpin. Selon des résultats partiels, le président sortant de la région, Stefano Bonaccini, devançait nettement avec un score autour de 50% des voix son adversaire, Lucia Borgonzoni, aux environs de 43%. Ce scrutin a été marqué par une forte participation de près de 68% contre 37% lors des élections régionales de 2014. Le monde sportif en deuil, l'ancienne star américaine de NBA Kobe Bryant est tragiquement décédée hier à l'âge de 41 ans dans un crash d'hélicoptère. Un drame survenu dans le sud de la Californie. Sa fille de 13 ans, Gianna, est également morte dans cet accident. Benjamin Netanyahu a salué la mémoire du basketteur sur les réseaux sociaux. Il était l'un des plus grands joueurs de basket de l'histoire. L'ancienne star américaine de NBA, Amaré Stoudemire, aujourd'hui au Maccabi Tel Aviv, était inconsolable hier en apprenant la nouvelle alors que son équipe s'apprêtait à affronter l'Hapoel Tel Aviv. Je suis choqué, je ne sais pas quoi dire, je ne veux pas y croire, a-t-il réagi. Merci Gabriel Attal. On marque une pause et on se retrouve pour la deuxième partie de cette édition spéciale consacrée à la visite historique d'Emmanuel Macron côté la semaine dernière. 2 invités exceptionnels vont nous rejoindre dans quelques instants en studio, Marc Heisenberg et Francis Khalifa. À tout de suite.